Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur l'organisation produit. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de couches et de JTBD. Les couches, c'est quoi? Eh ben, rien à voir avec les bébés. Je vais surtout parler d'une organisation qui aurait plusieurs niveaux, donc plusieurs couches. Et nous verrons que ce qui a été dit auparavant était vrai, mais qu'on peut l'affiner dans le cas où j'ai une grosse organisation, par exemple 40 équipes. Et JTBD, un acronyme un peu bizarre. À quoi ça va me servir? Ça va me servir à être plus fin sur la partie chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, je vais creuser la partie chaîne de valeur. Je vais aussi creuser des organisations un peu plus grandes. Et au passage, je vais en profiter pour faire quelques rappels pour bien redire ce qu'on peut faire sur l'organisation produit ou comment designer la meilleure organisation. Donc, pour me présenter vite fait, Samuel Rothière, Tech Ops Manager chez Pixis, la filiale tech de Cdiscount. Qu'est-ce que j'ai dit précédemment? Ça peut être intéressant. Et globalement, j'ai dit que qu'est-ce qu'on cherche à faire, vers où est-ce qu'on veut aller. Quand on fait du design d'organisation, globalement, ce qu'on va faire, c'est relier la stratégie et l'exécution. Pourquoi je dis ça? Je dis aussi qu'il n'y a pas d'organisation qui, dans l'absolu, va répondre à toutes les problématiques. Il y a une organisation qui est la plus efficiente par rapport à notre stratégie actuelle. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut connaître sa stratégie. Et après, donc, le principe général, c'est qu'on va aligner l'organisation socio-technique, donc pas juste la partie humaine, pas juste la partie technique, sur la stratégie pour diminuer les frottements. Et comme ça, nous aurons l'organisation produit la plus adaptée pour délivrer ce qu'on veut. Donc, on va commencer par faire quoi? Déjà connaître notre stratégie, définir des priorités claires, dire vers où on veut aller, donner des options. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Si on veut aligner l'organisation à la stratégie, il faut avoir une stratégie et il faut être capable de savoir où on va. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de diminuer les couplages, donc les frottements. Donc on va essayer de diminuer les frottements par rapport à la stratégie et on va aussi essayer de diminuer les couplages entre équipes. Globalement, souvent ce qu'on dit, c'est qu'on va d'abord casser les couplages si on peut le faire. Si on n'arrive pas à le faire, on va les diminuer en faisant un peu de porosité par exemple. Et si nous n'avons pas réussi à casser les couplages, là nous avons les managers. Et dans quel cas est-ce qu'on s'amuse à faire du design d'orga? Quand il y a un stimulus, le stimulus étant, ok, changement de stratégie, des choses comme ça, et à ce moment-là, on va adapter l'organisation. Et là, je le dis ou je le redis, il faut éviter de se faire un changement d'orga tous les 3 ans, parce que dans ces cas-là, c'est un gros batch, et là, c'est très compliqué. Il faut éviter de tout faire en même temps. Il vaut mieux avoir une organisation qui s'adapte au fur et à mesure. Après, qu'est-ce que je peux faire? Et là, j'avais parlé d'équipe, j'avais donné les variations des Streamline Teams. Par chaîne de valeur, donc là une équipe en charge d'un service client, par impact une équipe qui prend un besoin et le traite de A à Z, et un domaine métier qui appartient à une seule équipe. Donc c'est là où globalement domaine métier, et je vais en reparler, on avait parlé de DDD pour Domain Driven Design, et sur la partie chaîne de valeur, j'avais donné le principe, mais je n'avais pas nécessairement donné l'outil qui va avec. Aujourd'hui, vous allez l'avoir. Donc, si je reviens quand même sur la partie domaine métier, la nourriture de l'esprit 1, c'est le livre Team Topology qui décrit les différents types d'équipes possibles et qui dit qu'il faut avoir des équipes orientées sur un flux. Et donc ça va nous donner globalement les compositions d'équipes possibles et ce qu'on va essayer de faire. Donc, Streamline Team, c'est l'organisation qu'on va essayer d'avoir par défaut, c'est-à-dire des équipes aligné sur un flux. Donc c'est là où justement les auteurs de Team Topo ont été assez vagues sur qu'est-ce que ça veut dire vapeur, qu'est-ce que ça veut dire flux. Mais c'est globalement une équipe qui est capable de délivrer de la valeur de A à Z. Et donc là, on va essayer d'avoir une organisation qui a le plus de stream align team. Et la question étant de qu'est-ce que c'est le stream. C'est là où, deuxième nourriture de l'esprit, Domain Driven Design, on dit quoi? Que dans certains cas, nous voulons être orientés par domaine métier. Et comment on identifie des domaines métiers? Grâce au DDD. Et après, on peut aller sur le workshop qui va avec, qui est l'Event Storming Big Picture, qui va nous permettre d'identifier nos grosses patates, nos gros domaines métiers. Le domaine métier étant identifié par le vocabulaire. Ici, on parle de commande. Ici, on parle de panier. Là, on entend en fait... c'est quand on fait les workshops, donc on entend que le vocabulaire est en train de changer. Ah, là on est en train de parler de commande, là on est en train de parler de colis. Là en fait, si vous regardez les événements et si vous suivez un parcours, vous allez entendre le vocabulaire qui va changer. Et ce qui est aussi important de se dire, c'est qu'un mot, il a un sens unique au sein d'un domaine métier, mais il n'a pas de sens nécessairement unique dans l'absolu. Donc les exemples, c'est par exemple en finance le mot deal, dans le transport, le mot train, c'est pas toujours très simple. Et après, la notion de client, alors là, c'est un peu partout. C'est quoi un client? C'est pas toujours simple. Est-ce que c'est celui qui paye ou c'est celui qui utilise? Et on se rend compte qu'en fonction de l'endroit où on est dans l'organisation, la notion de client n'est pas tout à fait la même.
Et donc on arrive à des organisations cibles comme ça, avec en haut à gauche des équipes plateformes, des équipes enablers. Là je ne vais pas en parler trop parce que ce n'est pas le but d'aujourd'hui, c'est plus parler de flux de valeur et d'organisation avec plusieurs nœuds. Et donc en tout cas ça, on va continuer à les mettre de côté. Et après, on va se dire, ok, mon organisation elle est majoritairement par Streamline Teams, celles qui sont en jaune, et j'en ai une qui est une Complicated Subsystem. Là, je fais des rappels, c'est pour ça que je veux vite. Si vous voulez plus de détails, les vidéos précédentes vont vous aider. Et donc maintenant, je vais faire un petit zoom sur la partie chaîne de valeur. Parce qu'en fait, c'est quoi une chaîne de valeur? Comment on l'identifie? D'où est-ce que ça part? Et c'est là où on a fait des petits tests. Et donc là, par chaîne de valeur, l'équipe est orientée utilisateur avec un catalogue de services. Et l'image du restaurant, c'est pour dire, quand je vais au restaurant, j'ai un menu et je peux regarder ce que je veux. Je vais dire, ah bah je veux des profiteroles, je veux un cannelé, je veux whatever. Vous avez compris que je suis en train d'enregistrer la vidéo à l'heure du dessert. Pour aussi avoir du café. Et donc là, une nouvelle nourriture de l'esprit, la notion de jobs to be done. Et oui, JTBD, ça veut dire Jobs to be done. On va comprendre les motivations profondes de nos utilisateurs. Et c'est ça qui va nous permettre d'identifier les chaînes de valeur. Petit exemple. Donc, un job exprime la motivation profonde d'une personne lorsqu'elle utilise un produit ou un service. Ok, donc par exemple, se déplacer, gagner de l'argent sans effort, dormir en déplacement. L'exemple qui est donné dans le livre de base de Jobs to be done, c'est de dire qu'une personne, elle ne veut pas percer elle veut pas utiliser une perceuse, elle veut percer un trou. C'est pareil, je pourrais prendre l'exemple de la tondeuse. Ce que je veux, c'est pas juste utiliser la tondeuse, c'est avoir mon jardin qui est bien et dans lequel je peux m'allonger. Donc c'est ça la notion de motivation profonde. C'est pas juste comment on va utiliser un produit, c'est quel est l'usage qu'on en veut et pourquoi on veut le faire. Donc ça, c'est un Jobs to be done fonctionnel. Après, on pourra rajouter la partie émotionnelle, décupler les émotions d'un événement sportif, se sentir comme un local, et après, la partie sociale, se faire remarquer. Donc tout ça, à chaque fois, ce qu'on voit, c'est quelle est la motivation profonde d'une personne pour faire quelque chose. Et donc, après, on va continuer sur un autre concept qui est de dire qu'un job, il est agnostique de toute solution. Donc on ne va pas dire je vais conduire une voiture, on va dire que je vais me déplacer. Et c'est quoi l'intérêt? C'est que finalement, les jobs to be done, ils sont assez stables, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment la motivation profonde d'une personne. Et un job, il est constant dans le temps. On vend aujourd'hui, on vend demain. Donc globalement, ce qui est intéressant quand on dit ça, c'est les jobs to be done, ils vont relativement peu bouger. Bon là, je suis quand même resté un peu conceptuel et vous allez voir qu'après, je vais donner plus de détails. Prenons un exemple. Airbnb, je veux dormir en déplacement, je veux me sentir comme un local. Là, on est encore un peu théorique et donc là, on va s'amuser sur un vrai cas. Alors, c'est quoi mon vrai cas? C'est les jobs to be done du e-commerce, parce que moi je suis quand même dans une boîte de e-commerce, mais j'allais pas vous donner exactement les nôtres. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à ChatGPT quels sont les jobs to be done d'un site e-commerce comme cdiscount.com. Et voilà ce que ChatGPT nous a répondu. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas de vous montrer les jobs to be done en question, c'est vous montrer la structure. Donc à chaque fois qu'il y a un jobs to be done, motivation profonde, il y aura toujours un job performer. Donc en gros, qui va le faire? Et là, ce qui m'intéresse, quand je vais discuter de chaîne de valeur, c'est que je vais prendre tous les jobs to be done qui ont comme job performer un utilisateur final. Ensuite, après, je vais avoir le nom du main job, là, trouver des options de produits répondant à des besoins, choisir les produits qui correspondent à mes préférences, réaliser un achat en toute sécurité. Donc ça, voilà, ça c'est mes main jobs. Et à la fin, ensuite, on va le découper en les needs. Je veux maximiser la pertinence des résultats de recherche, donc c'est ce dont il a besoin derrière, minimiser le temps nécessaire pour trouver des options adaptées, maximiser la diversité des choix disponibles. Donc là, vous voyez que je suis assez agnostique de la solution, de comment on va le faire. Ça, c'est pas très important, je reste sur ma motivation profonde. Et à ça, en bas, je peux rajouter des job steps. Ok, pour pouvoir le faire, il va faire ça, 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 ça. Et ça, par contre, ça peut plus bouger en fonction de ce qu'on est capable de faire. Une fois que j'ai fait ça, ce qui est hyper intéressant, c'est que je peux référencer tous les jobs to be done, donc les main jobs to be done de mes utilisateurs finaux. Et qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Finalement, c'est quoi un jobs to be done? C'est la motivation profonde de quelqu'un pour faire une action. Ah ouais, ça ressemble quand même furieusement à je vais au restaurant et je demande ma profiterole, quoi. Donc en gros, là voilà, on est en train de retrouver la notion de chaîne de valeur et de valeur pour l'utilisateur. Pourquoi il le fait? Motivation profonde de réussir à le faire. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, vu qu'on a les jobs to be done, on va les mapper sur les domaines métiers et on va voir où est-ce que ça passe. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait l'Eventstorming Big Picture, on avait plein de domaines un peu partout. On a regroupé les événements métiers en domaines métiers à cause du vocabulaire, des heuristiques, des choses comme ça. Ça m'a fait les patates. Mais une fois que j'ai tous mes domaines métiers un peu séparés, comment je regroupe mes domaines métiers?
Comment je sais que celui-là, il va avec celui-là? Et bah là, ce qu'on a fait, pof, on a mappé les jobs to be done. Et là, on s'est rendu compte finalement que ça faisait des ensembles cohérents. Les 5 d'en haut, c'est marrant, ils sont sur le même job. Ceux qui sont en bas, ces deux-là, ils vont ensemble. Et c'était hyper intéressant parce qu'on a vu justement apparaître ces chaînes. Et pourquoi j'ai des carrés en rouge, et ça pareil, c'était hyper intéressant. On s'est rendu compte que 2 domaines métiers, par exemple ceux du milieu, ils étaient partagés entre 2 jobs to be done. Et là, on se dit, c'est bizarre ça quand même. Comment ça se fait que ces 2 domaines métiers, ils sont dans 2 jobs différents? Ce qui nous a permis d'avoir des discussions et de dire quoi? Éventuellement que c'est le jobs to be done qui est faux, soit c'est la cartographie des domaines métiers. Et ça a été intéressant parce que qu'on le prenne à droite ou à gauche, on s'est rendu compte que certaines choses étaient faux. Bon là, en l'occurrence, on s'est rendu compte que oui, on a vraiment 2 domaines qui sont partagés entre 2 jobs to be done, et on a décidé de les mettre en bas à droite. Autre chose qu'on a vu grâce à ça, c'est tous ceux qui sont en haut à droite, on a récupéré des domaines métiers sans jobs to be done. Alors on s'est dit, mais c'est bizarre quand même. Donc là, j'ai des domaines métiers, mais qui contribuent à rien pour les utilisateurs finaux. Qu'est-ce que c'est? Bon, en l'occurrence, on a géré ce cas-là, ça peut être des jobs to be done pour des jobs performeurs internes, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous voyez que le fait d'avoir mappé les jobs to be done sur les domaines métiers nous a permis de faire un peu de la 3D et de voir, oui, tous ces domaines-là, ils vont ensemble, et on a vu apparaître des chaînes. Pour info, on l'a fait 2 fois. Première fois, on avait les domaines métiers, on a mis les jobs to be done dessus. La deuxième fois, on a commencé par les jobs to be done, et après, on a mis les domaines métiers dessus. Et globalement, on est arrivé aux mêmes informations. Les deux en se recoupant, ça nous a permis de valider la qualité du référentiel des jobs to be done et la qualité du référentiel des domaines métiers. Hyper intéressant, et en plus cette mise en image, perspective du fait de voir que les domaines métiers vont ensemble, ça a été hyper intéressant. Et donc nous, comment on voit les choses? Quand on parle de chaîne de valeur, on part des jobs to be done. Donc ça, c'est une des façons possibles de faire. Après, plus de détails sur la sociopolitique. On pourrait se dire, globalement, je vais prendre mes jobs to be done, je vais prendre mes domaines métiers, et l'architecture, l'organisation humaine. Paf, c'est comme ça. Bon, là, c'est un peu ce que je disais la dernière fois, on peut partir là-dessus. N'oubliez pas ce que j'appellerais la sociopolitique. Quand on fait de l'orga humaine, il y a des humains. Des fois, on n'a pas toutes les mêmes personnes au même endroit, on peut avoir des rockstars. Et à la fin, on parle quand même d'une organisation humaine. Ne prenez pas la cartographie des domaines métiers, la cartographie des jobs to be done, et par exemple aussi la cartographie des axes stratégiques si vous voulez aller en impact, comme parole d'évangile. Vous pouvez avoir aussi des adaptations à faire en fonction des profils que vous avez. Plus de détails 3, et là c'est mon dernier point, j'ai fini de parler de jobs to be done. Là je vais parler de couches, et donc qu'est-ce qui se passe quand on a plus de 10 équipes? Parce que si je décide de dire, je vais avoir une organisation par chaîne de valeur, et que j'ai 4-5 équipes, ça marche bien. Si j'ai la même organisation de 4-5 équipes, je dis par domaine métier, ça marche bien. Mais si j'en ai quoi? Allez, 15. Je fais quoi? Je mets 15 équipes en râteau par domaine métier, et comment je fais? C'est là où on voit apparaître la partie récursif et couche. Alors, ce qui est récursif, qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, ce que ça veut dire, c'est que, mettons que j'ai 15 équipes, au lieu de travailler au niveau équipe, d'abord, je vais commencer de travailler au niveau grappe d'équipe, groupe d'équipe. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des grosses clusters, des grosses grappes. Je vais en avoir, mettons, 4 ou 5, et je vais dire, OK, l'organisation est d'abord alignée par chaîne de valeur au niveau des grappes. Je vais appeler ça comme je veux, chaîne de valeur, par exemple, ça pourrait être intelligent. Et après, ce que je vais dire, OK, le critère de regroupement premier, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, on veut être orienté vers les chaînes de valeur, on veut livrer de la valeur à nos clients, c'est comme ça. Et après, le deuxième niveau, on va se dire, OK, d'abord par chaîne de valeur, et après par domaine métier. Donc ça, c'est un exemple possible. Vous pouvez aussi faire quand vraiment il y a beaucoup d'équipes. Alors je l'ai vu une fois, une organisation qui avait 40 équipes, où globalement on avait une partie de l'organisation qui était par chaîne de valeur, une partie par domaine métier et une autre partie par impact. Là, c'est des adaptations possibles et tout. Il faut vraiment avoir une structure assez grosse pour arriver dans ces cas-là. Mais assez vite, finalement, si vous avez une organisation à 15 équipes, vous allez voir quoi? Vous allez avoir 4-5 groupes d'équipes qui vont apparaître. Et c'est là où est-ce qu'ils sont par domaine, est-ce qu'ils sont par chaîne de valeur ou est-ce qu'ils sont par impact. Et en dessous, vous avez un autre niveau qui est comment ça s'organise à l'intérieur. C'est pas obligatoire quand vous avez ça de dire niveau 1, chaîne de valeur, niveau 2 par domaine. On pourrait se dire niveau 1, chaîne de valeur, et à tel nœud, ici je fais du domaine, ici je fais de l'impact, ici je fais whatever. Vous pouvez le faire. Personnellement, je ne suis pas très chaud pour ça et je ne l'ai jamais fait parce que quand on change d'organisation humaine, il y a une conduite du changement et ça fait une organisation peut-être aux petits oignons. Mais à expliquer, c'est pas hyper lisible et au quotidien, quand on parle d'opérationnalisation,
C'est pas hyper simple. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que vous êtes en dessous de 4 équipes, vous prenez pas trop la tête. Le design d'orga, c'est, comment dire, overkill, et c'est vraiment peut-être pas la peine de se poser trop de questions. Quand vous arrivez à 4 à 9 équipes, hein, les chiffres sont hyper précis, je vous ai mis la virgule. Forcément, je déconne. C'est un ordre d'idée. Là, vous pouvez aller vers une ou deux équipes plateforme, une équipe enabler, et après le reste par domaine métier, par exemple. Là, il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête. Et souvent, quand on arrive vers 9-10, et ben là, ça ne marche plus. Parce qu'on a deux niveaux, et c'est là où on va faire justement de la récursivité. On va dire d'abord par chaîne de valeur, après par domaine métier, d'abord par domaine métier, après par impact, ce qu'on veut. Mais en tout cas, le principe, c'est exactement le même. On se pose la question, quelle est la stratégie? Qu'est-ce qu'on veut faire derrière? Et on peut parler de sociotechnie pour voir où sont les assets techniques. Et si je résume ce que ça donne, donc la dernière fois, je n'avais pas montré exactement ça, c'est juste pour dire, on s'occupe des catalyseurs, donc les catalyseurs, c'est les enablers, c'est les plateformes, en général, on fait une fois pour toutes. Et après, on fait quelle est la stratégie, quel est le modèle, comment on le contextualise, au premier niveau. Et après, on fait quelle est la stratégie, quel est le modèle, quel est le contexte, au deuxième niveau. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir qu'une seule boucle, et ben vous en avez autant que de nœuds que vous allez vouloir avoir dans votre organisation. Le modèle est le même. Le seul truc qu'il faut se dire, c'est que voilà, on peut parler d'équipe, mais on peut parler aussi de groupe d'équipes, et il y en a encore au-dessus. Donc ça, c'est la logique, elle est toujours la même. Et une fois que vous avez ça, cette fois-ci, j'ai pas gardé des trucs de côté. J'ai pas le truc, ça c'est vrai si on n'est pas proche de la lumière, et quand vous approchez de la vitesse de la lumière, c'est pas tout à fait comme ça. Donc là, quand vous avez fait ça, vous avez globalement tous les éléments nécessaires pour faire du design d'orga. Et vous allez pouvoir voir quelle est l'organisation humaine la plus adaptée par rapport à la stratégie. Et si je suis taquin avec moi-même, je peux dire que ce qui va potentiellement manquer, c'est quoi? C'est toute la partie operating model qui correspond aux fiches de poste. Donc, quelles sont les fiches de poste que je mets à tel endroit? La notion de blueprint, justement, de définition de qu'est-ce que c'est une équipe. Ça, c'est des choses que vous pouvez rajouter en plus. Et après, ce qui peut vous manquer, c'est aussi la partie process, gouvernance pour opérationnaliser toute cette organisation. Mais en tout cas, moi, ça, je ne le mets pas dans la partie design d'orga. Je considère qu'avec les vidéos que vous avez globalement l'explication de comment designer la meilleure organisation produit, c'est-à-dire celle qui est la plus adaptée à votre stratégie. Merci.